Bonjour audience, prêt pour un nouvel épisode de Toon Girls, avec un rugissant. S'il y a bien un manga pour filles qui a marqué ma génération, c'est Nana. Ce manga, inachevé à ce jour, a su toucher un public assez mixte finalement, et assez large grâce à sa diffusion journalière juste après la sortie du lycée, sur Virgin 17 à l'époque si je ne m'abuse. C'est le seul manga dont j'ai pu discuter avec des gens qui ne s'intéressaient pas d'une manière générale au manga. Nana a su nous parler et nous faire rêver, développant le milieu très glamour des stars du rock, tout en évoquant des thématiques plus terre-à-terre et universelles. Les relations amoureuses, l'amitié, la difficulté de l'altérité au quotidien, les ambitions, les rêves brisés, les relations familiales compliquées, la prostitution, les soucis d'argent, avec un ton oscillant entre humour cocasse et mélancolie. En l'honneur de Nana Osaki, qui n'a pas son pareil pour improviser des openings catchy en yaourt anglais, je vais moi aussi improviser des paroles. Ça va être beau. Il est un peu tard, je suis fatiguée, mais je vais quand même me forcer à chanter. Parce que je t'aime, toi mon public, je te suis dévouée corps et âme. C'est pas pour rien que je ne dors plus, et je ne mange plus non plus. C'est à peine si j'ai le temps de respirer, parce que je pense à toi tout le temps. J'ai besoin de ton amour, c'est ce qu'elle chante en anglais. Nana, ça raconte l'histoire de deux nanas. Nana et Nana. Ce sont deux filles qui ont des histoires et des origines très différentes, mais qui se rencontrent par hasard dans le train et finissent par habiter ensemble. On a Nana Osaki qui rêve de devenir chanteuse dans un groupe de punk, ne jure que par les vêtements Vivienne Westwood, et ça, ce n'est de toute évidence pas du Vivienne Westwood. Fume clope sur clope, a une voix grave, a du mal à se confier, traumatise ses amis en jouant les sorcières, trimballe sa mélancolie avec un lourd bagage familial et inspire grosso merdo le swag, le swag et le swag. Et à côté, on a Nana Komatsu, le strict inverse. Hachi pour les intimes. Elle vient d'une famille aimante et elle est amoureuse de l'idée d'aimer plutôt que des personnes avec qui elle est supposée avoir une relation, ce qui la fait enchaîner bourde sur bourde et se gourer comme une merde dans ses relations sentimentales. Elle fantasme sa vie, réclame toujours plus d'affection et d'attention. Elle est désœuvrée, elle ne sait pas quoi faire et elle a tendance à se faire bouffer par les volontés plus fortes qu'elle. Mais elle est aussi une fille drôle, sincère, moins bête et plus lucide qu'elle n'en a l'air, juste encore trop immature pour abandonner totalement ses illusions. Autour de ces deux filles, on a un tas de personnages attachants et bien campés qui évoluent. Ayazawa étant très douée pour créer des ambiances de groupe, que ce soit dans Je ne suis pas un ange, Marine Blue, Last Quarter ou encore mon œuvre préférée, Paradise Kiss. Parmi les camarades des deux nanas, je dois dire que j'ai un gros faible pour Yasu, le chauve sensuel qui inspire aussi le swag. Le charme de Yasu étant en partie lié à son doublage en VF, assuré par Antoine Thomé, ou la voix la plus sensuelle du monde. Je t'ai acheté des clopes, Nana. Yasu, sois le bienvenu chez nous. Ça y est, t'es complètement saoul. Il double aussi Scar dans FMA et le comte de Monte Cristo dans Gankutsu, deux rôles bien classieux et il a un sexe grand comme le ciel. C'est le titre d'une chanson de lui, vous pouvez la trouver très facilement sur YouTube. Sérieusement, prêtez-y une oreille, ça vaut le détour. Désolée pour l'aparté, mais il fallait que j'en parle, et que je souligne aussi l'excellence de la VF de Nana. Matez cet animé en VF. Nana, le manga, suit donc Nana et Hachi dans la construction de leur amitié et leur relation avec les autres personnages, et notamment leurs histoires de cœur. Et c'est pas glorieux. Nana Osaki, comme toutes les femmes ambitieuses, est mise face au dilemme famille ou carrière, et c'est évidemment à elle de faire un choix et un sacrifice, et pas à son partenaire. Ren, premier amour adolescent, passion sans demi-mesure, romantisée et autodestructrice car vouée à l'échec. Nana ne veut pas de famille, Ren si. A noter qu'il est le Pygmalion de Nana, quelque part. On le voit la former à la guitare, mais elle ne veut pas juste être sa copine, et veut sa propre carrière, ce qui la pousse à se séparer de Ren.
Encore après, on la voit douter de son choix d'ailleurs, et elle se demande si elle n'aurait pas mieux fait d'être la petite femme de reine. Les femmes carriéristes sont encore stigmatisées, au Japon comme ailleurs, ce qui rend le personnage de Nana d'autant plus progressiste et inspirant. Néanmoins, on voit bien la souffrance qu'engendre son ambition, parce que la société n'est pas encore prête à l'admettre. Mais Nana, c'est pas la plus mal lotie des deux niveau relation. Nana Komatsu, Hachi, c'est pire. Elle fantasme sur l'amour qui est son seul but, et est aussi victime de mythes patriarcaux. Ses partenaires se rangent dans deux catégories, les bad boys comme Asano et Takumi, et les nice guys comme Choji et Nobu. Et on voit bien qu'un type ne vaut pas mieux que l'autre en fait. Les nice guys trompent aussi, et sont aussi des manipulateurs. À côté, les bad boys ont quelque part le mérite d'être francs à leur manière. La série ne diabolise aucun des profils en tous les cas. Les nice guys et les bad boys restent des humains, mais ils sont incapables d'aimer correctement. Ça craint un peu. Ayazawa ne va jamais très loin dans le commentaire, notamment du sexisme toxique qui pourrit ses relations. Mais elle a le mérite de dépeindre ses relations avec franchise et honnêteté, sans les idéaliser. Ce qu'elle a pu faire dans ses premières œuvres, notamment Marine Blue, qui est un conglomérat de mythes sexistes. Comme les relations romantiques hétérosexuelles, le lien d'amitié entre les deux nanas n'est pas idéalisé non plus, même s'il part d'une base plus égalitaire. Là où la plupart des shoujo se concentrent avant tout sur un lien amoureux, sa construction, les obstacles qu'ils rencontrent, c'est véritablement l'amitié des deux nanas qui est le fil conducteur du récit. Et c'est cette amitié qui prend un tour tragique. Et d'ailleurs, ce sont les relations amoureuses qui forment les obstacles à ce lien, ce qui en montre l'importance. Je vais poursuivre sur une note plus personnelle. Mes ajouts en voix off sont postérieurs à l'enregistrement vidéo et sont des réflexions que je me suis faites en revisionnant l'intégralité de la série, bien malgré moi, au moment de choisir mes extraits. Il faut dire que Nana, c'est vraiment passionnant. Une chose m'a alors frappée. La relation des deux nanas, qui est lue par beaucoup et par moi-même comme de l'amitié, aujourd'hui, je la voyais comme un lien romantique. La frontière est ténue et parfois je doute même qu'elle existe. Mais voilà, Nana Komatsu dit clairement qu'elle a aimé Nana Osaki, et peut-être même qu'elle l'aime encore. T'as pas le droit de dépasser le milieu du lit. Tu sais à qui, Leslie? Si t'es pas contente, dors par terre. Tiens. Prends ça. Tu vas voir mais ce que tu vas prendre. Aujourd'hui, je peux en parler franchement. Mon attirance pour toi, Nana, ça ressemblait plutôt à de l'amour. À cette époque, je refusais de devenir adulte. Mais je ne pouvais pas non plus rester une gamine capricieuse et gâtée. Lorsque je t'ai rencontrée, tu m'as éveillée à un nouveau monde, de nouveaux rêves. C'était comme un premier amour, un bonheur permanent. Et de son côté, Nana Osaki fait de nombreuses déclarations très ambiguës à Nana Komatsu. J'étais parfaitement incapable de m'expliquer pourquoi je haïssais à ce point Takumi et pourquoi je voulais tellement garder Hachi pour moi toute seule. Nobu m'a dit que j'étais vraiment bizarre comme fille. Tu crois que c'est vrai? Je suis une fille bizarre. Ça fait quoi, les amis normaux, dans ce genre de situation? Tout ce que je veux, c'est être une amie normale pour Hachi, rien de plus. Elle embrasse aussi des filles, prend son bain et dort avec Hachi. Et l'obstacle à leur relation? Les hommes, et surtout Takumi. Mais pas seulement. L'homosexualité est évoquée dans la série, mais systématiquement niée. Hein? Attends, je sais pas où tu veux en venir là, mais les filles ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Ça n'a aucun rapport avec ça. Ah bon? Et qui t'a embrassé pour dire ça? Nobu? Quoi? Nobu est attiré par les garçons? J'étais pas au courant. C'est vrai? Non, 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 pas du tout. Par contre, lui, je croyais qu'il était gay. Désolé, mais je suis hétéro et fier de l'être. Tout le monde est hétéro dans cette société, et c'est censé être bien plus simple. Sauf que finalement, ce que Nana nous montre, c'est que le lien qui subsiste et survit aux épreuves, c'est pas celui des couples hétérosexuels, c'est le lien de ces deux femmes qui se voilent la face. À l'époque où j'ai vu Nana, j'étais persuadée d'être hétérosexuelle. Je voulais que Nana Komatsu finisse avec Nobu et Nana Osaki avec Yasu, sans jamais voir une combinaison bien plus évidente sous mon nez. Combinaison dont peut-être Ayazawa elle-même n'avait pas vraiment conscience, parce que l'amour entre femmes, on a du mal à voir que ça existe. Et pourtant, Dieu sait que c'est évident. J'ai très envie de te revoir. Tu me manques. Dépêche-toi de venir.
vous l'aurez compris, j'attends encore la suite de Nana de pied ferme. Pas pour le beau Yasu, pas pour le beau Ren, pas pour le beau Nobu, pas pour le beau Shin, pas pour cette grosse crevure de Takumi, bien entendu, mais pour les deux Nana. Dis-moi, Nana, cet été que tu souhaitais plus que tout et qu'on n'arrivait pas à retrouver, aujourd'hui, il est là. Je t'attendrai toujours. 10 ans, 20 ans, 50 ans.